Vous pensez que vous ou quelqu'un de votre entourage êtes victime de burn-out. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment fonctionne le burn-out, quelles sont les différentes étapes, afin de vous situer dans ce processus et prendre les mesures nécessaires. À la fin de cette vidéo, vous aurez une idée beaucoup plus claire de ce qu'est le burn-out. Je suis la psy du boulot que vous pouvez sortir de votre poche pour préserver votre santé mentale au travail. J'ai accompagné des centaines de personnes qui étaient touchées par ce phénomène du burn-out pour regagner de la sérénité à travers leur parcours professionnel. Aujourd'hui, nous allons aborder l'ampleur de ce phénomène, comment il fonctionne, les éléments nécessaires pour arriver au burn-out et qu'est-ce qu'il faut faire si jamais à la fin de la vidéo, vous vous rendez compte que vous vous situez assez proche du burn-out. Si la santé mentale au travail vous intéresse, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne ou en mettant un pouce bleu. Ce serait très bien aussi. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le bonus pour pouvoir vous situer. Si vous avez traversé un burn-out, dites-moi dans les commentaires ce qui a déclenché cette prise de conscience ou à quel moment vous aviez compris que vous faisiez un burn-out. Ça m'intéresse et ça peut aider ceux qui regardent cette vidéo à comprendre leur propre situation. C'est la force du collectif. Alors, on entend beaucoup parler du burn-out et c'est difficile quand on est dans son boulot et qu'on est en train de lutter dans ce processus-là, de se rendre compte qu'on est en train d'arriver au burn-out. On ne sait pas vraiment si c'est un burn-out ou pas. On ne sait pas vraiment expliquer ce qu'on ressent, ce qui nous arrive. Cette vidéo va vous permettre de vous situer justement dans ce processus. Je vais vous montrer un outil en bonus et vous expliquer en quoi il peut vous aider à vous positionner dans le processus du burn-out. Alors le burn-out, c'est difficile à quantifier parce que ce n'est pas une maladie professionnelle. Et puis il y a des tas de personnes qui viennent au travail avec des symptômes liés au burn-out. C'est dans les années 2000 où en fait avec l'actualité qui se passe, les différents suicides dans les grandes entreprises qui sont beaucoup passés dans les médias, mais aussi les consultations des médecins du travail, les visites d'entreprise, les analyses de conditions de travail qui étaient faites par l'ANACT, l'Agence nationale sur les conditions de travail, et puis l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique, qu'on va commencer à montrer progressivement qu'en fait le travail peut entraîner une souffrance psychique, mais aussi des décompensations, et mener en dernier lieu à des phénomènes de suicide. Alors le phénomène du burn-out augmente au fur et à mesure des années. Alors d'une part à cause des conditions de travail dans les entreprises, mais aussi parce qu'on en parle de plus en plus, on en prend conscience de plus en plus, et donc ce phénomène devient de plus en plus visible. À l'échelle mondiale, c'est entre 2 et 3,5 millions de personnes qui sont concernées par le burn-out. En France, il y a une étude qui a été faite par People at Work en 2024 qui a montré que 61% des actifs français étaient concernés par un stress hebdomadaire au travail. Et puis 20% d'entre eux sont concernés par un stress quotidien. Mais ce n'est pas parce qu'on est stressé qu'on fait un burn-out. On va préciser tout ça juste après. Le baromètre aussi d'empreinte humaine, qui est une structure qui analyse les conditions de travail, montre aussi en 2024 que 30% des personnes ont déjà été victimes d'un burn-out au moins une fois dans leur carrière. Si on se situe du point de vue des employeurs, l'OMS a précisé que c'était environ 12 milliards de journées de travail qui étaient perdues en fait en lien avec le stress et l'anxiété. Donc c'est un vrai enjeu de santé au travail, mais aussi de santé publique et économique et productif pour les entreprises. Pour arriver au burn-out, c'est un processus. Ça n'est pas comme un accident du travail qui est soudain, qui arrive sans qu'on ait prévu qu'il arrive. C'est vraiment un processus avec différentes étapes. On va justement voir ces éléments qui s'enclenchent un peu plus tard dans la vidéo. Dans ce processus, il y a toujours des conditions de travail et une dynamique individuelle. Et c'est la conjoncture entre ces deux éléments-là qui font qu'il y a ou pas un épuisement professionnel, un burn-out qui va se faire. Le burn-out, c'est le résultat d'une lutte entre ces deux éléments et le facteur clé, c'est la durée de la lutte. C'est-à-dire à quel moment la lutte s'arrête en fonction des symptômes aussi que je commence à sentir dans mon corps et dans mon esprit. On va justement voir ces symptômes juste après. Et je vous parlerai d'un outil aussi en bonus à la fin de la vidéo pour justement pouvoir aussi prendre en compte ces symptômes-là dans votre évaluation. Alors, je lutte parce que j'ai quelque chose qui me tient à cœur. Je ne lutte pas comme ça. Donc l'investissement au travail, le rapport au travail, c'est le facteur central de départ. Donc, tout commence avec cet investissement au travail, cet enthousiasme au travail, parce que
j'ai un nouveau projet qu'on me confie, j'ai un nouveau poste auquel j'ai postulé et où j'ai été pris, j'ai un nouveau projet, peu importe, mais c'est quelque chose qui me dynamise et pour lequel je vais m'investir beaucoup. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais me rendre compte que sur ce poste, je vais avoir des conditions de travail. Et dans ces conditions de travail, il y a certaines catégories qui vont être essentielles pour amener la lutte. C'est ce que justement montre le rapport Golac. Donc Golac était un sociologue qui a co-dirigé le groupe d'études sur le travail et la souffrance au travail, qui avait été demandé en 2011 pour justement identifier et prévenir les risques psychosociaux. Dans ce rapport Golac, nous avons 6 catégories qui peuvent créer du stress et de la lutte, et donc au fur et à mesure un épuisement professionnel. La première catégorie, c'est la charge de travail et l'intensité de travail, et le temps de travail. Ce n'est pas uniquement une charge de travail plus importante, c'est aussi, est-ce que cette tâche-là, cette charge-là, qui contient des tâches, est-ce qu'elles sont difficiles, ces tâches-là? Est-ce qu'elles demandent beaucoup d'énergie? Est-ce qu'elles demandent beaucoup de concentration? Quelle est la difficulté de la tâche? Mais ça peut aussi être en combien de temps, donc ça c'est plutôt l'intensité de la tâche, on me demande de faire cette tâche-là. Parce que ce n'est pas la même chose de faire un rapport où j'ai 5 heures pour le faire et où j'ai 1 heure pour le faire. Ça ne me demande pas la même sollicitation d'attention, d'énergie, de stress, etc. Donc dans plein d'entreprises, il peut y avoir des arrêts de travail, du sous-effectif, et du coup je vais me retrouver avec une charge de travail supplémentaire parce que l'entreprise ne va pas forcément recruter quelqu'un d'autre, mais va laisser l'équipe en place et demander à ce que la charge de la personne qui n'est pas là soit absorbée par l'équipe. Mais donc moi je vais me retrouver avec un temps plein plus des tâches supplémentaires qui étaient dédiées à l'autre personne. La deuxième catégorie, c'est les exigences émotionnelles. Donc quand on dit exigences émotionnelles, c'est dans quelle mesure je dois maîtriser mes émotions. Je dois, par exemple, toujours être accueillant, je dois mettre de côté en fait ce que je peux ressentir sur le moment parce que je dois délivrer un service ou une attitude envers quelqu'un et ça fait partie de mon travail. Ça peut être tous les professionnels de santé, par exemple, sont concernés par les exigences émotionnelles. Tous les personnels administratifs qui sont en face de public. L'infirmière qui reçoit le patient à 3 heures du matin et elle a déjà eu pas mal de patients qu'elle doit gérer, mais elle doit continuer à mettre de côté en fait la fatigue pour pouvoir être disponible pour l'accueil de ce patient qui, lui, est dans un état compliqué, parce que quand on vient par exemple aux urgences, on ne pète pas la forme. Donc il doit y avoir une empathie, etc., qui est importante dans son travail, qui fait qu'elle est obligée de faire ça, même si émotionnellement elle est fatiguée, etc. Mais ça peut être aussi une gestionnaire d'une structure, peu importe, qui a des clients et le client demande un document dont il a absolument besoin et le problème informatique qu'il y a depuis le début de la semaine ne s'est pas résolu et ça l'empêche de générer ce document important pour le client. Et donc faire face à cette frustration du client constante pendant toute la durée de la semaine, ça peut être compliqué au niveau émotionnel parce qu'elle doit continuer à être correcte, empathique, etc. La troisième catégorie, ça va être les marges de manœuvre et l'autonomie. Alors, ce qu'il y a dans cette catégorie, c'est la carte blanche, par exemple. J'ai un projet qu'on me confie et je n'ai ni la stratégie, ni les budgets qui sont alloués. Et malgré tout, on me demande d'avancer sur le sujet. À un moment donné, ça peut bloquer parce qu'en fait, on travaille, mais il n'y a pas de prise de décision sur des choses un peu tangibles. Je ne sais pas trop où me diriger ou où trancher ou à partir de quels critères parce qu'il y a plein d'éléments qui me manquent. Ça, en fait, même si j'ai de l'autonomie dans le projet, je n'ai pas les infos nécessaires pour avancer sur le projet correctement. Donc, finalement, cette autonomie n'est pas forcément une autonomie réelle. Donc, ça peut être ce genre de situation-là. Ou alors, ça peut être le fait que, pour un commercial, par exemple, je pouvais attribuer tel pourcentage de réduction par rapport à un client, à la situation d'un client. Et maintenant, c'est en fait des grilles de taux de réduction qu'on nous donne. Et du coup, j'ai plus la main, moi, pour décider le pourcentage à attribuer au client. Je dois me référer à une grille précise. Ça m'enlève aussi ce pouvoir décisionnel qui était peut-être important dans ma relation avec le client. Alors la quatrième catégorie, c'est les rapports sociaux
et la reconnaissance au travail. Dans cette catégorie, il faut distinguer les situations qui vont générer du stress de par l'organisation du travail ou la gestion du travail, et puis vraiment l'aspect violence verbale, physique, injures, menaces, qui peuvent être internes, c'est-à-dire que je peux subir par des collègues ou par mon management, enfin en interne de l'entreprise, ou externes, où là c'est les clients, le public extérieur qui peuvent avoir ce genre de comportement. Donc il y a les situations d'organisation du travail et vraiment les violences internes ou violences externes. Alors le manque de reconnaissance au travail, ça peut tout à fait être, voilà, je suis quelqu'un qui m'investit énormément au travail, je travaille beaucoup, j'apporte un gros chiffre d'affaires par exemple à l'entreprise et en fait j'ai des douleurs par exemple de dos depuis pas mal de temps et j'ai fait la demande d'avoir une adaptation, un siège assis debout par exemple, que je n'ai toujours pas. Alors voilà, je suis capable de ramener tant de chiffre d'affaires. Quand je demande par exemple un siège assis debout pour quelque chose de très simple pour mon entreprise, voilà, où ça ne demande pas des budgets énormes, je n'ai toujours pas de réponse et ça traîne et ça traîne. Donc j'ai l'impression que je ne suis pas reconnue par rapport à l'investissement que je mets au travail. Moi, je suis là pour l'entreprise, mais l'entreprise n'est pas là quand j'ai besoin. Donc dans la reconnaissance, ce n'est pas uniquement la reconnaissance salariale. Ça peut être aussi par rapport à l'autonomie qu'on me donne, ça peut être par rapport aux aménagements pour m'aider, pour pouvoir continuer à travailler dans les bonnes conditions. Il y a plusieurs sources de reconnaissance possibles. Dans les rapports sociaux, on va trouver tout ce qui est soutien par rapport aux collègues ou soutien du management. Quand j'ai des difficultés, parce que dans le travail, c'est évident qu'il y a des aléas, de la variabilité. Voilà, on ne prévoit pas forcément tout ce qui peut ne pas se passer comme on le voudrait. Il y a des grains de sable, etc. Ça fait partie du travail, il y a ça tous les jours. C'est vraiment la définition du travail. Mais lorsqu'il y a des difficultés qui se répètent ou qui ont des conséquences très importantes sur mes conditions de travail ou nos conditions de travail, que ça concerne aussi l'équipe, on n'a pas de soutien, on n'a pas de compréhension réelle de la situation. Il y a des choses qui peuvent ne pas être dans les mains du management, mais pour autant, le fait de sentir que le management comprend ou que les collègues comprennent la situation ou cherchent des compromis pour que soit on se partage la charge de travail, soit on trouve un mode opératoire, une manière de faire la tâche mais qui convienne à peu près à tout le monde parce qu'il n'y a pas d'obligation autre de faire différemment. Et si j'ai pas cette impression qu'il y a cette compréhension de la situation et qu'on peut trouver des compromis ensemble et que finalement chacun va adopter des stratégies d'évitement ou d'agression de l'autre pour pouvoir exister dans l'entreprise, là on peut sentir effectivement dégradation des rapports en fait. Alors la 5e catégorie, c'est les conflits de valeurs et la qualité empêchée. Alors les conflits de valeurs, c'est vraiment quelque chose qui, je dirais, est le facteur basculant dans un processus d'épuisement professionnel. C'est vraiment quand, à un moment donné, je suis complètement à côté des valeurs qui, moi, sont importantes pour moi dans mon travail. Donc ça va être une éducatrice, par exemple, qui accompagne des jeunes qui ont des problématiques à un moment donné dans leur vie, les accompagne par rapport au développement de leur autonomie. Donc ça demande du temps, de l'investissement, de l'accompagnement, de la pédagogie. C'est son cœur de métier, mais il n'y a déjà pas assez de temps pour pouvoir faire ça auprès des jeunes qu'on nous impose des réunions de service où on va tous être là pour remplir des tableaux de bord alors qu'on a d'autres choses à faire qui a plus de sens par rapport au travail. Il peut toujours y avoir des valeurs contradictoires selon le poste où on se situe dans l'entreprise. Les enjeux sont jamais les mêmes, mais il y a un compromis à trouver. Et donc peut-être que pour cet éducateur, 3 réunions d'1h30 où on remplit des tableaux de bord, ça fait quand même beaucoup d'heures de travail complètement en désaccord avec moi, la valeur principale qui est une valeur d'altruisme, d'accompagnement qui est mon cœur de métier. Une réunion, je peux l'accepter parce que je comprends les enjeux de trouver des financements, de rendre compte de notre activité. Mais 3 réunions d'1h30, c'est plus possible pour moi. Parce que du coup, j'ai la sensation que pendant 4h30, je perds de la qualité de travail que je peux faire avec ces jeunes-là. Ça a un réel impact sur la manière dont je vais accompagner ces jeunes. Donc j'ai cette sensation de qualité empêchée. Mais ça peut être aussi un opérateur qui travaille dans une usine depuis X années
et qui a l'habitude de faire des pommes de terre sous vide, par exemple. Et il y a un certain conditionnement qu'il a fait depuis le début de sa carrière, qui marchait très bien, où il avait la sensation, même s'il est dans l'usine et qu'il n'est pas au contact du client, il pouvait se projeter dans sa tête que voilà, le travail que je fais, il sert, il est de qualité. Le client reçoit ses barquettes, etc. et elles sont de qualité. Un changement de process avec une nouvelle machine fait que je vais avoir un autre type de conditionnement où j'ai beaucoup plus de déchets sur la ligne. Et donc j'ai l'impression que en fait, ce que je fais, c'est complètement merdique en quelque sorte. Et je ne suis plus fière de mon travail. Même si je ne vois pas la réaction des clients, puisque je ne suis pas face à eux, mais je peux l'anticiper. Je peux avoir ce sentiment que un produit que je fais maintenant, c'est plus la qualité rendue au client comme celle que j'avais avant. Et je peux avoir ce sentiment de frustration, d'inutilité par rapport à cette qualité qui maintenant est empêchée par ce nouveau process. La 6e catégorie, c'est l'insécurité au travail. Bien sûr, il y a l'aspect insécurité au sens physique du terme, mais dedans, il y a le chantage que je peux avoir, qu'il soit direct ou indirect, sur le fait que je peux perdre mon poste si je ne m'adapte pas à ce changement-là, à ces nouvelles directives. Je peux avoir ce sentiment d'insécurité parce que je ne vais pas arriver à m'adapter en fait au changement que me demande l'entreprise. Quand j'ai un seul changement, ça va, mais quand j'ai des changements multiples dans l'entreprise et que je commence un peu à saturer en termes d'adaptation constante, je peux aussi avoir ce sentiment que je ne vais pas y arriver en fait et qu'on ne va pas me donner les moyens pour y arriver. On ne va pas m'accompagner assez, me donner assez de formation et de temps pour pouvoir m'adapter à cette nouvelle situation. Donc par exemple, une personne qui était gestionnaire de commandes et qui était un peu bricoleur, assez vif. Il faisait plein de choses dans l'entreprise, c'était une toute petite entreprise. Et on va lui demander, tiens, est-ce que tu peux faire le site internet de l'entreprise ? Bon, c'est pas du tout son métier, c'est pas du tout ses connaissances, mais on s'imagine que parce qu'il arrive à faire plein de choses, il va pouvoir se dépatouiller de ce truc. Il a beau alerter en disant, mais enfin, ça prend quand même beaucoup de temps, c'est pas parce que je suis à l'aise avec l'informatique que c'est la même chose. Il n'a pas d'écoute et il peut avoir le sentiment à un moment donné qu'on lui demande quelque chose qu'il ne va pas arriver à faire et ne pas savoir se dépatouiller de cette demande. Et se poser la question, mais si j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on va... Finalement, je vais perdre mon poste, ou je vais perdre mon autonomie, ou je vais perdre la confiance que l'entreprise a en moi. La demande n'est tout simplement pas appropriée et n'est pas suivie non plus d'un échange si jamais ça ne convient pas. Et après, il n'y a pas d'écoute par rapport aux refus, aux interrogations, aux doutes de la personne. Et donc, face à ces conditions de travail, je vais commencer à avoir une lutte intérieure pour essayer de faire en sorte que malgré ces conditions de travail, la manière dont je veux que le travail se réalise se fasse. Donc je vais me dire, si je fais ça comme ci ou comme ça va aller. Si je travaille plus, on va rattraper le retard. Si je me comporte comme ceci ou comme cela, ça passera. Si je suis plus ceci ou plus cela, ils vont comprendre. Si je travaille le week-end, ils vont bien voir qu'il faut qu'ils embauchent une personne supplémentaire. Or, lors de cette lutte, il n'y a pas de bilan qui est fait. Il n'y a pas d'évaluation interne de l'efficacité de ma stratégie. Est-ce que vraiment, si je travaille le week-end, est-ce qu'ils ont vraiment embauché quelqu'un ? J'ai décidé d'être plus comme ceci au lieu de cela, ça me coûte un effort. Est-ce que du coup, ça a été bénéfique ? Est-ce que j'ai bien eu une modification dans la situation de travail ? Ce genre de bilan-là, il n'est pas fait. Et plus les symptômes qu'on verra un petit peu après vont augmenter, moins je vais avoir de recul. Et je vais pouvoir me poser ce genre de questions, faire une évaluation pour essayer ensuite de recalibrer ma manière de voir les choses. Donc plus les symptômes augmentent, plus j'ai l'impression que je peux gérer, que je peux tenir, que c'est juste que j'ai pas compris comment ça fonctionnait, mais je vais y arriver. Et j'enchaîne donc les essais, les changements, les suradaptations pour essayer d'atteindre mon objectif, qui peut être la compréhension de ma hiérarchie, qui peut être une qualité que je cherche à avoir dans mon travail, etc. Au fur et à mesure de cette lutte, je vais commencer à avoir certains symptômes. D'abord, je vais commencer à avoir un stress qui ne va plus être aigu, c'est-à-dire vous passez un entretien d'embauche, vous avez un stress, ça pose pas de souci, c'est normal, il y a un événement particulier, et puis après le stress s'en va, une fois que l'objet qui a fait stresser s'en va. Là, on n'est plus du tout dans ce cas-là, on est dans un stress qui devient chronique.
et une fatigue qui devient chronique. C'est-à-dire que j'ai comme un espèce de papier peint à l'intérieur de moi, de stress et de fatigue qui commence à être toujours là. Et je commence à sentir que le week-end, les vacances ne me suffit plus à récupérer. J'ai l'impression que je suis toujours fatiguée quand je retourne au travail. C'est très important de repérer si effectivement j'ai plus la sensation que j'arrive à récupérer. Là, ça veut dire qu'on commence à manger beaucoup de ressources là. Le deuxième symptôme, ça va être un épuisement émotionnel. Au fur et à mesure, je vais commencer à être agacée un peu de tout, être irritable, m'énerver rapidement. Le bus qui a 1 minute de retard va être une catastrophe pour moi. Je ne vais plus arriver à gérer ça. Ou alors, un certain détachement des choses. J'ai plus de plaisir pour les choses qui m'intéressaient avant. Je commence un peu à me foutre de tout, en tout cas dans la sensation. Je me détache de tout, mais c'est pas sélectionné en fait. Le troisième symptôme qui peut apparaître, c'est un espèce de ralentissement cognitif. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus de mal à me concentrer. J'ai de plus en plus de mal à prendre une décision rapidement de manière efficace. J'ai du mal à maintenir mon attention sur une tâche. J'ai du mal à sélectionner les infos importantes dans mon travail. J'ai l'impression que tout est important. Et face à tout ça, je vais commencer à avoir un autre symptôme qui est le doute sur moi-même. Je vais avoir une estime de moi qui commence à diminuer sur ma valeur, sur ce que je fais. Et je vais commencer à me poser beaucoup de questions sur moi. Est-ce que j'ai pas fait une erreur? Non, c'est probablement moi. À culpabiliser, etc. Bien sûr, quand vous avez du stress, vous avez des problèmes digestifs qui peuvent apparaître, mal de ventre, constipation, etc. Le stress entraîne beaucoup de problèmes digestifs. Voilà un peu les 4 catégories. Si je continue à lutter, parce qu'il peut y avoir quelques petites victoires aussi dans l'entreprise qui font que je reste dans cette lutte-là. Ou alors que j'ai pas non plus de personnes extérieures qui m'alertent. Parce que c'est difficile soi-même, lorsqu'on est dans cette lutte, de faire attention à ces signaux d'alerte. Parce que j'ai des peurs, mes biais de pensée qui sont très actifs. Je suis omnibulée par le fait de faire tenir et d'atteindre mes objectifs malgré ces conditions de travail-là. Et puis comme je me dis de plus en plus que ça doit être moi le problème, il n'y a pas grand-chose qui m'aide en fait à m'alerter. Si je continue, à un moment donné, il va y avoir un effondrement qui se passe. Parce qu'il y a tellement d'énergie qui ont été sollicitées pour tenir, qu'à un moment donné, malgré tous les signaux d'alerte du corps et du psychisme qui a été fait, il n'y a pas eu d'écoute, à un moment donné, en fait, c'est le corps qui prend le relais et qui arrête. Donc c'est vraiment un effondrement soudain. Ça peut se matérialiser par le fait que je me lève le matin et en fait j'ai un blocage complet pour ouvrir l'ordinateur. C'est impossible pour moi. J'arrive devant la porte de l'entreprise et là je m'effondre complètement, impossible de rentrer dans l'entreprise. Ou alors je me mets à pleurer, il n'y a rien de particulier comme événement, mais je me mets à pleurer et ça ne s'arrête pas. C'est vraiment un choc parce que je ne contrôle plus les choses. Et la semaine dernière, j'étais au taquet, omnibulée par ma course en avant. Donc c'est un choc vraiment psychologique de s'effondrer en fait. Et c'est aussi pour ça que c'est difficile d'expliquer ce qui se passe. Parce que soi-même, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc le fait de se poser, d'être un peu aidé par l'outil qu'on va voir à la fin de cette vidéo, d'être aidé dans le discernement de ce que je peux sentir, ça peut être intéressant pour ensuite donner l'alerte en fait et être accompagné. Vous comprenez maintenant le processus de l'épuisement professionnel. Bien sûr, les facteurs peuvent dépendre aussi de votre situation de travail, de votre dynamique individuelle. Nous arrivons au bonus de cette vidéo pour vous aider à vous positionner sur le processus du burn-out. Je vais vous parler d'un questionnaire que vous trouverez sur le site Souffrance et Travail, qui a été réalisé par l'association Diffusion des connaissances sur le travail humain, qui est présidée par Marie Peuzet, qui est docteure en psychologie, et puis des spécialistes de la santé au travail qui viennent régulièrement contribuer à mettre de l'information fiable et mise à jour régulièrement. Vous pourrez y trouver des outils très intéressants, comme le test dont je vais vous parler, qui est un questionnaire d'auto-évaluation sur le processus du burn-out. Je vais vous montrer comment y accéder. Donc vous faites la recherche souffrance et travail sur n'importe quel explorateur. Vous allez tomber sur le site et puis vous allez aller dans la catégorie travailleurs et cliquer sur le test d'évaluation du burn-out.
C'est un test, un questionnaire d'auto-évaluation de l'épuisement professionnel. Donc vous descendez, et là vous allez avoir en fait la progression des questions par catégorie. Donc d'abord sur la manière de travailler, sur la surchauffe, sur le stress chronique, sur l'engrenage. Voilà, vous avez l'ensemble de la progression du questionnaire qui en fait symbolise un petit peu la progression vers l'épuisement. C'est-à-dire que, comme il est précisé là, c'est pas une évaluation chiffrée donnée au médecin, c'est plutôt un parcours clinique pour voir un petit peu les modifications dans la vie professionnelle qui vont faire évoluer le salarié vers l'épuisement. Donc là, vous avez des questions par ensemble de catégories donc, qui sont données au départ. Voilà, vous, depuis quelque temps, quand même, vous ressentez de plus en plus de difficultés pour accomplir votre travail. Au niveau du stress chronique, il vous faut plus de temps pour faire les choses, vous êtes plus irritable, bon, voilà, tout un ensemble de questions. Sur l'engrenage, de la même manière. Sur la désocialisation aussi, qui, on l'a vu dans le processus, peut arriver. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de questions qui essayent d'aborder l'ensemble des points que vous pouvez ressentir. Tout ce qui est symptômes physiques aussi. Voilà, est-ce que vous avez pris des kilos? Est-ce que vous perdez du poids? Voilà. Donc l'isolement aussi, qui est aussi une étape du processus. Le recours aux expédients, c'est-à-dire le recours à, on va dire, soit des médicaments, soit des addictions, voilà, l'alcool, etc. Et puis la partie effondrement, qui est vraiment le dernier stade. Donc ensuite, vous pouvez télécharger en fait le document. Donc il y a une version en français qui est là. Donc si vous cliquez sur version en français, vous allez avoir le document en PDF que vous pourrez remplir au fur et à mesure. Et puis le transmettre du coup à votre médecin traitant. Ou alors chez un psychologue si vous décidez de vous faire accompagner. Donc c'est un questionnaire qui est très complet et qui permet aussi, quand on le remplit au fur et à mesure, de se rendre compte. L'idée de ce questionnaire, c'est de pouvoir vous situer dans le processus et de prendre conscience de la dynamique dans laquelle vous êtes. Au plus vous avez d'éléments que vous avez cochés dans toutes les étapes, au plus il est important que vous puissiez en parler au niveau du médecin traitant ou au niveau d'un psychologue du travail pour pouvoir discuter de votre situation de travail, surtout si vous avez les symptômes que nous avons vus ensemble dans la vidéo. Vous pouvez tout à fait venir voir le médecin traitant ou le psychologue du travail avec le questionnaire que vous avez téléchargé avec vos réponses. Le fait d'avoir un support, ça permet souvent d'être plus à l'aise pour pouvoir franchir le pas et se faire accompagner, pouvoir échanger sur ce que vous pouvez ressentir dans la situation. Abonnez-vous pour ne pas louper d'autres sorties de vidéos en activant la cloche et en attendant, je reste dans votre poche.